Bonjour Michel Tognini et merci d'être avec nous. On dirait presque que vous êtes dans l'espace là. Bonjour, oui, je suis en simulateur d'espace. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la Station spatiale internationale, qui est un objet dont on peut être fier parce que c'est une coopération humaine d'environ 15 à 16 pays et qui fonctionne sans aucun problème depuis une trentaine d'années. Alors la coopération, vous connaissez bien parce que vous avez volé avec les Russes, donc mission Soyouz, et vous avez séjourné à bord de la station spatiale Mir. Vous avez également volé avec les Américains sur une navette Columbia. Vous avez été l'un des premiers spationautes français. Et avant tout, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quel rapport a un cosmonaute avec l'hydrogène? Parce qu'en fait, ça fait partie finalement du quotidien de cette activité. Alors moi, j'ai plusieurs rapports à l'hydrogène. Le premier, on va dire le plus noble, serait le fait que lorsque nous avons été dans l'espace, on a quand même un rôle important à donner pour la Terre, la protection de la Terre, et l'un de ces rôles, c'est quand même l'écologie. Et dans ce problème lié à l'écologie, il y a quand même l'énergie électrique pour les voitures ou bien l'hydrogène, donc une alternative sur l'énergie possible de nos moyens de transport dans le futur. Ensuite, on a un autre rapport à l'hydrogène parce que les vaisseaux spatiaux, depuis Apollo jusqu'à la navette, avaient comme énergie électrique l'énergie qui était faite avec des piles à combustible, en particulier donc des bidons d'hydrogène et des bidons d'oxygène, et tout a fonctionné très très bien. Sur la navette spatiale, en particulier, il y a trois piles à combustible, donc trois ballons d'hydrogène, trois ballons d'oxygène, et la combustion de la fusée étant cryogénique en partie, c'est-à-dire on amène de l'hydrogène, de l'oxygène, et on a aussi des boosters à poudre pour la propulsion, pour que la fusée puisse monter dans l'espace et tourner à la vitesse de 28 000 km à l'heure. Donc le décollage se fait sur la navette, se faisait, parce qu'elle ne vole plus maintenant, mais elle se faisait avec une propulsion hydrogène et oxygène, comme d'ailleurs les fusées Ariane 5 et bientôt Ariane 6. Effectivement, et l'hydrogène liquide, d'ailleurs, on en a parlé hier dans le cadre de ce forum sur l'hydrogène. Alors, justement, la sécurité, c'est quelque chose qui parfois intrigue ou inquiète un peu autour de l'hydrogène, mais vous avez eu l'occasion de vérifier que c'est quelque chose qui est maîtrisé. Alors sur tous les vols navettes et sur tous les vols Apollo, on n'a pas eu de problème d'hydrogène, sauf la fameuse mission Apollo 13. Et Et cette heureusement, c'est bien mission, fini d'ailleurs, hein. elle s'est bien finie et la mission a eu un problème à cause d'une mauvaise vérification au sol avant le décollage. Mais lorsque tous les paramètres étaient corrects pendant la mission et pendant la préparation de la mission, ces réservoirs d'hydrogène et d'oxygène ont fonctionné parfaitement bien. En particulier dans la mission de navette que j'ai faite, la mission STS 93, on a eu un problème assez grave parce que, imaginez-vous que juste au décollage, un morceau de métal est tombé du moteur et a cassé le moteur droit. Et vous savez que sur les moteurs de la navette, l'hydrogène primaire passe sur l'ensemble de la tuyère de la navette pour la refroidir. Et donc, on a eu une fuite d'hydrogène qui n'était pas du tout prévue. On a eu trois petits trous avec un dard d'hydrogène, donc une sorte de post-combustion faite à l'hydrogène pendant la montée. Pendant ce temps-là, les ingénieurs au sol surveillaient les paramètres du moteur. On savait qu'on était monté en température. On était monté à 70% de la température maximale. À 100%, on aurait dû couper le moteur et tout a fonctionné très très bien. Ça veut dire que l'hydrogène est vraiment quelque chose qui accepte les vibrations, les facteurs de charge et même les pannes assez graves et qui fonctionne bien. Donc je suis personnellement très confiant pour l'hydrogène. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à parler du retour vers la Lune, on commence à parler d'installation avec éventuellement de la production d'hydrogène qui serait sur place, justement, pour alimenter ces futures bases. Oui, alors, à la différence des missions Apollo qu'on a fait dans les années 70, aujourd'hui, on a une meilleure connaissance de la Lune, du terrain lunaire. On s'est rendu compte que le pôle sud a été frappé par un immense météorite et donc il y a une espèce de grosse poche de glace. Et cette poche de glace, eh bien, c'est de l'eau qu'on voudrait décomposer en hydrogène et en oxygène. Et on voudrait se servir de l'oxygène pour la respiration des astronautes et de l'hydrogène pour l'alimentation des moteurs et pour l'énergie. Alors, on a évoqué vos faits d'armes, Michel Tonini. Il y a aussi un détail important quand même, c'est que vous avez recruté un certain Thomas Pesquet, qui a beaucoup fait justement pour faire connaître les dangers qui menacent la Terre. Lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois, est-ce que vous avez senti justement ce potentiel en matière de pédagogie qu'il est Alors, quand capable je l'ai de susciter? rencontré, c'était avant la sélection parce que j'ai rencontré, figurez-vous que j'ai rencontré
après mon vol navette en 99, j'étais avec mon équipage américain et on faisait le tour des installations françaises liées à l'espace, dont Super Héros. Et à l'époque, il était élève, étudiant à Super Héros Ah, quand je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans. Et lorsque je l'ai rencontré la deuxième fois, c'était pour la sélection. Et il avait, vous savez, aujourd'hui, on est un peu dans la transition pour les astronautes, quelqu'un qui a le savoir-faire, quelqu'un qui a le savoir-être pour être bien dans les vols de longue durée en équipage. Et lui, il était vraiment, il avait le bon côté dans le savoir-être et dans le savoir-faire. Donc, il avait toutes les cases cochées pour être sélectionné. Et je suis content qu'il ait été choisi d'ailleurs, parce qu'il a rempli un rôle très important pour la France et pour la- l'ensemble des vols évités et le futur des vols évités en France, mais également, mis à part Thomas Pesquet, les 6 autres astronautes que j'avais recrutés à l'époque en 2008 ont tous fait un travail qui était vraiment remarquable. alors justement, il faut rappeler que vous êtes toujours conseiller pour les futurs vols habités dans l'espace. Donc, à quand un Européen ou en tout cas peut-être un Français de retour, enfin, j'allais dire sur la Lune, parce que pour un Français, un Européen, pour le coup, ça serait une première. Oui. Alors, comme on a travaillé dans l'harmonisation de notre coopération entre les Européens et la NASA, chose qu'on avait fait déjà dans la Station spatiale internationale grâce aux véhicules ATV lancés par Ariane 5 qui amenaient leur ravitaillement à la station spatiale, eh bien, on a une coopération technique et le service module de l'ATV va être le service module de la capsule Orion qui ira sur la Lune. Et donc, comme on a une coopération technique avec la NASA, nous avons 3 Européens qui iront autour de la Lune ou sur la Lune, et j'espère que l'un d'entre eux sera un Français ou une Française. Alors, on va parler des applications sur la Terre. Vous l'avez dit, ce qu'on fait dans l'espace, il y a forcément des retombées sur notre belle planète. Et justement, donc, les piles à combustible qui ont été développées dans le cadre des missions Apollo servent sur des véhicules. Quel regard portez-vous sur ces applications, justement, de l'hydrogène pour se déplacer? Ah ben, personnellement, j'ai déjà utilisé les véhicules à hydrogène quand j'étais en Allemagne. J'ai même fait le plein d'hydrogène sur une voiture allemande. J'ai compris que c'était assez compliqué parce que le, le parallaxe entre le tube et le réservoir est assez complexe à avoir. Donc, il faudra peut-être qu'on revienne à des pompistes à l'ancienne. Pareillement, j'utilise fréquemment des taxis Hype à Paris qui sont à l'hydrogène et je parle avec les chauffeurs de ces taxis qui me vantent les mérites de ces voitures-là. Donc, je sais que le retour est très positif. Les voitures sont vraiment très appréciées. Et je pense que dans le futur, ça sera une alternative. Aujourd'hui, on parle beaucoup de voitures électriques, mais c'est bien d'avoir une alternative pour des cadres de missions différentes, notamment si on parle de voitures de sport comme les 24 heures du Mans. Il est évident que sur une voiture électrique, ça ne tient pas la charge et qu'on devrait passer à des énergies différentes comme l'hydrogène pour pouvoir faire des voitures extrêmement rapides et extrêmement puissantes. Alors, les 24 heures du Mans, vous en parlez, c'est vrai que c'est bien sûr ce qui anime les organisateurs de cet événement. Et vous avez eu vous-même l'occasion d'approcher, je crois, ce bolide de Mission H24 qui Oui, prépare alors le futur. il y avait la fête de l'aviation, hein, des pilotes de chasse qui a eu lieu au Salon du Bourget, enfin sur le musée de l'air et de l'espace qui est au Bourget. Et j'ai eu l'occasion de voir cette voiture qui était assez incroyable et extrêmement jolie, bien sûr, et qui donne un petit peu par ses lignes la tendance du futur dans les voitures que nous aurons par la suite. Donc, j'ai été vraiment agréablement surpris de voir ce design très élégant d'une voiture. Et les 24 heures du Mans, c'est un univers que vous connaissez? Alors, j'y suis allé, j'ai été invité une fois là-bas pour les suivre, donc j'étais vraiment aussi impressionné hein, par la technicité. Hein, c'est vraiment réglé au millimètre près, les voitures sont poussées au maximum. Ça fait penser un petit peu au milieu du spatial. Quand vous décollez sur une navette spatiale, les moteurs passent de 0 à 100% en 6 secondes. Et bien, quand vous voyez les voitures des 24 heures du Mans, elles n'ont pas tant chauffé, elles partent plein pot et régime maximum très rapidement. Il y a vraiment une similitude assez importante entre ce qui se passe dans le domaine des 24 heures du Mans et ce qui se passe dans le domaine des fusées. Il faudra revenir au moins d'ici 2026, car ça sera le début de la catégorie hydrogène, avec Oui, notamment Toyota qui participera. Alors, tout à l'heure, on parlait de voitures électriques. Il y a quand même un détail qui est assez amusant, c'est que votre fils, Nicolas, a travaillé chez Tesla, et justement, on sait que Tesla est plutôt contre l'hydrogène. alors oui, lui, Nicolas, il travaillait dans la fabrication des batteries pour les Tesla, et donc pour lui c'était très important, mais lui, il avait quand même
l'esprit de la maison. Et donc, lui, il était en train de vanter tout le temps les qualités de ces batteries-là et les qualités des voitures électriques. Alors, je pense que pour l'ensemble de la population sur Terre, la voiture électrique pour des voyages normaux avec un faible kilométrage seront des voitures tout à fait satisfaisantes. Par contre, lorsqu'on s'adresse à des tâches plus complexes, comme par exemple des longs trajets, un long kilométrage, eh bien, on doit avoir une alternative différente que celle du courant et l'hydrogène est une bonne solution. Parlez-nous un peu d'Elon Musk parce que vous avez eu l'occasion de le croiser. À l'époque, il voulait juste démarrer en fait dans ce business de l'aérospatial aux États-Unis. Alors oui, on l'a connu en 95 lorsqu'il était à la NASA. Il venait discuter avec nos ingénieurs. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'était quelqu'un qui était vraiment très sympathique, mais personne ne croyait vraiment qu'il allait réussir à faire des fusées. Je sais, à l'époque, j'en parlais beaucoup avec le patron de la NASA qui était avec moi à la NASA. Il me dit, il va jamais y arriver, c'est trop compliqué, les, les, les paramètres à maintenir sont très compliqués, il n'y arrivera jamais. Et finalement, il a réussi avec persévérance, en apprenant de ses échecs, en faisant des fusées récupérables, en faisant moins cher, il a réussi à faire un système extrêmement efficace. Imaginez-vous qu'il lance aujourd'hui, chaque semaine, une Falcon 9, qui est l'équivalent d'Ariane 5, et de temps en temps, il lance une Falcon Heavy qui représente 3 fois Ariane 5. Donc c'est quand même un monstre de réussite au niveau capacitaire pour aller dans l'espace. Il lance maintenant des vols habités, donc c'est quand même aussi une fierté pour les Américains de revenir avec un lanceur américain, avec des astronautes américains, lancer du sol américain. Donc c'était la fierté de leur pays qui revient et vraiment une réussite très importante avec une fusée qui fonctionne non pas à hydrogène, mais à kérosène et oxygène. Et Thomas Pesquet d'ailleurs a volé avec une fusée Oui, SpaceX pour aller à la Station spatiale oui. internationale. Aujourd'hui, dans la station internationale, les cheminements se font soit avec SpaceX, le Crew Dragon, à partir de Cap Canaveral, ou bien l'alternative, c'est le Soyuz à partir de Baïkonour. Et aujourd'hui encore, il y a 2, 3 jours, une Américaine a décollé de Baïkonour pour aller dans la station spatiale. On garde cette dualité d'accès à l'espace parce que si l'un des moyens tombe en panne, on a un moyen backup pour y arriver. Alors Michel Tognini, on va évoquer un petit peu votre actualité du moment. Vous êtes impliqué dans plusieurs projets. Il y en a un qui concerne une société qui s'intéresse en fait aux débris dans l'espace. Alors c'est vrai que c'est un vrai problème. Il faut faire un peu le ménage au-dessus de nos têtes. Oui, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on lance de plus en plus de satellites parce qu'on en a besoin pour les transmissions de données de très haut niveau, hein, Internet à partir de l'espace. Donc, ça marche très, très bien, comme Starlink. Mais il y a plein d'applications comme le GPS. Donc, il y a de plus en plus de satellites. Quand les satellites, malheureusement, tombent en panne, ils peuvent entrer en collision. Et chaque collision de satellites peut donner entre 5000 et 10 000 débris. Donc, aujourd'hui, euh, quand moi j'étais à la NASA et dans l'espace, on arrivait à détecter des débris de 10 cm dans l'espace. Et à ce moment-là, on les évitait en passant au-dessus. Par la suite, on a réussi à éviter jusqu'à 5 cm. Et la société avec laquelle que j'accompagne, qui s'appelle Sharma Space, qui est française, travaille sur un système de satellite optique. On arrive à détecter des débris de 2 cm. Donc, quand le débris arrive, même un petit débris de 2 cm qui peut casser un satellite, on prévient la société qui a le satellite pour le dévier de la trajectoire. C'est un service, bien sûr, qui est facturé. Donc, on a une facture sur l'évitement et qui fait fonctionner le système. Donc, vous voyez, il y a quand même un business au niveau spatial sur les satellites, mais également sur la protection des satellites. Parfois, ce qui peut faire un peu peur, c'est qu'il y a beaucoup de lancements de satellites. Il y a un certain nombre de nations qui veulent lancer des constellations. On se dit, mais comment va-t-on faire pour gérer en fait cet afflux de satellites et de données? Alors, on les gère aujourd'hui, comme on sait qu'il y a beaucoup de satellites, chaque satellite doit avoir une durée de vie nominale, environ 5 ans minimum, et chaque satellite doit être doit avoir une garantie de sa sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive en fin de carrière, en fin de vie, il doit avoir un petit moteur qui le déorbite pour qu'il puisse rentrer dans l'atmosphère à un point donné et brûler dans l'atmosphère au-dessus d'un océan. Alors, vous avez également d'autres fonctions au sein de l'Aéroclub. J'imagine que vous, le pilote de chasse qui avait un palmarès, vous avez volé sur un nombre incroyable d'avions. Vous continuez à voler aujourd'hui? Moi, je continue à voler, alors non pas sur Mirage, mais sur des Cessna 172 avec l'aéroclub du Gamma et Tempe. Et on essaye d'avoir des avions plus modernes. Aujourd'hui, on travaille sur des ULM, sur des Rotax
et peut-être plus tard un jour sur un avion à hydrogène. Mais on parle déjà on a un avion qu'on va certainement équiper en avion électrique. Et on pense que c'est bien parce que pour les tours de piste, l'autonomie d'un avion électrique, elle est suffisante. Et le deuxième avantage, c'est que la nuisance sonore faite par un moteur électrique, elle est quand même inférieure à celle d'un moteur à essence. Et donc, on va permettre de calmer un petit peu les riverains qui sont souvent agacés du bruit des aéroclubs. Alors c'est vrai que quand on a été pilote de chasse, bon, bien sûr, il y a ce mythe Top Gun, hein, de la performance, du bruit, mais on est dans un monde qui est en train d'évoluer et donc effectivement, le transport aérien cherche à se décarboner. Ça vous paraît être une bonne chose? Oui, c'est bien que tout le monde fasse un effort. Je pense que c'est le principe du colibri. Si chaque personne ou chaque personne sur Terre ou chaque société fait un petit effort, même millimétrique, eh bien, ça aura des conséquences. Ça va avoir des conséquences au total pour le bénéfice de l'humanité. Donc, l'aviation doit s'y intéresser également. Merci Michel Tognini pour ce témoignage. Je précise que vous êtes à un congrès d'astronautes en Turquie. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas physiquement avec nous, mais bien sûr, vous êtes présent à distance et on est très heureux et on vous retrouvera tout à l'heure par rapport à la session aéronautique. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.